Par la suite, j'ai découvert d'autres auteurs qui ont fait des choses similaires, notamment un français que j'aime beaucoup. Philippe Gerbossi. Voilà. What? Did we just become best friends? Yup! J'en étais sûr, Voilà. j'ai déjà tant parlé en plus. Gagner la guerre, Gagner la guerre de incroyable. Philippe Gerbossi. J'ai toujours voulu travailler dans la justice. D'accord. C'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis enfant. Je pense que le Punisher, d'un point de vue économique, est plus intéressant. Ok, là on verra. Tous les métiers d'Internet, tous ces trucs-là, c'est très nébuleux. J'ai encore une grand-mère pour laquelle je suis une sorte de chômeur amélioré. Bon. Donc là, peu importe ton niveau social, dès lors que tu étais spartiate, tu devais être à la salle de sport, entre guillemets, en permanence. T'imagines si en France on faisait la même chose, dès lors que tu as la citoyenneté française, tu dois aller à la salle de sport ou au moins pratiquer un Compliqué. sport. La nuit où j'ai lu du Lovecraft, j'étais tout seul dans ma chambre avec une lumière un petit peu faible. J'étais pas bien. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la chaîne Guerre et Littérature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Rémi d'Ironquest. Salut, Bienvenue Rémi. merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Salut à tous. Si je t'ai invité, si j'avais pensé à toi, c'est que je me souviens sur une de tes vidéos où tu parlais de littérature, de ton rapport à la littérature, qui va être un peu le sujet de cette chaîne, et notamment comment tu mélangeais les deux, à savoir le fitness et les littératures, qui étaient loin d'être incompatibles, au contraire, tu arrivais à faire vivre les deux, à faire coexister les deux. Et donc on va parler de ça un peu aujourd'hui. Mais juste avant, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ton parcours ? Alors, le parcours, ça c'est une excellente question puisque... Il me semble que tu as un parcours un peu atypique, en effet. Effectivement, j'ai fait pas mal de crochets, on va dire. J'ai démarré axé plutôt vers les sciences, notamment avec un baccalauréat S, etc. J'ai fait une prépa paramédicale, poussé un petit peu par mes parents. Je me suis d'abord orienté dessus, mais j'ai toujours voulu travailler dans la justice. D'accord. C'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis enfant, pour tout un tas de raisons. Et finalement, je me suis retrouvé à réussir à convaincre les parents d'aller en fac de droit, ce qui pour eux était entre guillemets inconcevable étant donné que j'étais bon en sciences. Ça, c'est des idées reçues un petit peu malheureuses. C'est vrai qu'il y a un grand écart entre la fac de droit d'un côté et les sciences de l'autre. Depuis l'enfance, je savais que je voulais travailler en uniforme. J'ai hésité également à rejoindre l'armée pendant un D'accord. temps. Excellent. Et ce qui m'a retenu, c'est le fait que je songeais déjà à la vie de famille, à tout un tas de choses qui sont plus compliquées quand tu dois partir en opération ou autre. Et c'est pour ça que je me dirigeais plus à la base vers la police, la gendarmerie, la justice de manière générale. Donc j'ai suivi des études de droit, bien évidemment je me suis spécialisé en droit privé, plus sur le pénal, la criminologie dès que possible. J'ai validé mon master 2 en droit de la matière pénale. Et derrière, j'ai passé un diplôme universitaire de criminologie culturelle. Pour Excellent. approfondir un petit peu tout ça. Carrément. Sur le côté, j'avais fait une prépa pour passer certains concours. J'ai eu un des concours que je convoitais. Puis j'ai travaillé pendant un an en tant que cadre au ministère de la Justice. J'ai été extrêmement déçu par ce que j'y ai vu. Donc, sans trop rentrer dans le détail pour différentes raisons qui sont évidentes, il y avait un grand écart en fait entre la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Ce qui fait que je suis parti, j'ai commencé une thèse sur un sujet un peu touchy, la gestion du radicalisme islamiste en détention. Ah oui, donc là on rentre vraiment directement dans le cœur du sujet. Voilà, dans le sens où on était un petit peu avant le Covid, et c'est une époque où malheureusement en France et ailleurs, l'actualité était un petit peu, sensible, brûlante là-dessus. Ouais, sensible. Et c'était un sujet qui permettait de concourir pour avoir une bourse de thèse, ce qui n'est pas un luxe quand tu pars sur une thèse de droit, étant donné que c'est des projets qui peuvent mettre des années et des années, contrairement à des thèses, par exemple, en médecine, où ça peut être beaucoup plus concis. Après, sans faire de généralité, J'imagine. évidemment. Alors c'est très intéressant ce que tu me dis là, parce que depuis le début, dans ton parcours, on a du mal à voir le lien entre le youtubeur fitness historique que tu es aujourd'hui et ce parcours de criminologie qui, a priori, comme ça sur le papier, tu as des années-lumière de ce que tu es devenu aujourd'hui. Effectivement, l'histoire et le sport de manière générale, là on retourne à l'enfance, puisque je te disais que ce qui m'animait, c'était l'idée de justice. C'est des motivations qui étaient très infantiles à la base, puisque ça m'est venu avec Batman, Superman, avec des lectures très précoces, des dessins animés, ce genre de choses dans l'enfance. Alors justement, là, c'est un des sujets qu'on va aborder, comment la littérature a façonné ton univers d'enfance, ton imaginaire d'enfance, qui visiblement t'a poussé justement à vouloir te tourner à la justice. Au départ, oui, c'était tout ce qui est plus super-héros, manga, etc., Dragon Ball, etc. Tout cet aspect-là m'a donné envie de devenir musclé en grandissant, donc c'est resté. C'est intéressant que tu associes l'idée de justice à l'idée de musclé. C'est bête, hein, c'est pavlovien, mais t'es enfant, tu vois Son Goku, tu vois Batman, tu vois Superman, c'est entre guillemets les gentils qui sauvent le monde, qui arrêtent les méchants, et leur point commun, c'est que c'est tous des marmules.
De fait. Donc j'ai associé les deux et c'est resté en grandissant. Bon, puis après, il y a eu d'autres influences, plus au niveau du cinéma que de la littérature. Je pense par exemple aux films de Stallone, de Schwarzenegger, tous les films à papa que j'ai découvert plus tard. Et l'histoire, pareil, c'est dans l'enfance, j'ai toujours aimé les grandes épopées, tout ce qui est chevaleresque, entre guillemets, la culture antique. C'est vrai qu'une fois que une fois que tu as attrapé le virus de l'histoire, après, je pense que ça reste Voilà. ta vie. C'est un imaginaire qui m'a toujours fasciné. Et la lecture, ce qui est mon premier pas dans la littérature, comme beaucoup de personnes de ma génération, c'est pas très original, ça a été J.K. Rowling. Excellent. Ma mère cherchait un moyen de me faire lire et de m'éloigner des écrans. Et ça a bien marché, puisque à partir du moment où j'ai touché à l'école des sorciers, je pouvais te dévorer un livre comme ça, en ayant 7 ans, en quelques jours, quoi. Pour là-dessus, je me reconnais complètement dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui critiquent J.K. Rowling en disant que c'est pas de la sous-littérature, mais c'est un peu de la littérature pour enfants, etc. Une personne qui arrive à toucher des millions de personnes et à leur donner envie de lire, pour moi, il n'y a rien à Surtout redire. que c'est une porte d'entrée vers des œuvres un petit peu plus complexes. Je sais que Le Seigneur des Anneaux, je l'ai démarré à 9 ans peut-être. Ah oui. Après avoir terminé tous les Harry Potter qui étaient sortis, il me fallait quelque chose. Et je me souviens, j'étais à Carrefour avec ma mère et j'avais vu une édition du Seigneur des Anneaux, de la Communauté de l'Anneau. Donc maman, est-ce que je peux l'avoir? Bon, elle, sans faire attention, sans trop savoir ce que c'était. Allez hop, on y va, ça a l'air fantastique, c'est pour les enfants. Inutile de dire que passer de Rowling à Tolkien, ça a été un grand écart assez violent. Il y a un petit step, pardon pour l'abominable anglicisme, mais oui, il y a un petit écart à franchir quand même. Mais ça m'a donné goût déjà au fantastique, une littérature qui m'était inconnue jusqu'alors. Et là où Harry Potter, j'ai dévoré ça en un temps record, Le Seigneur des Anneaux, je me souviens que je l'ai terminé au collège. Donc tu fais le calcul, ça a été beaucoup plus difficile. Je sais qu'il y a des moments où c'est une lecture qui est beaucoup plus lourde, le style de Tolkien, il est très descriptif. Je pense surtout l'attaquer trop jeune, c'est peut-être même un coup à se dégoûter un peu de Tolkien et de passer à côté de quelque chose qui est extraordinaire en termes de littérature. Pour ma part, ça m'a pas dégoûté, mais il a fallu que je fasse des grosses pauses. Et après, en grandissant, c'est resté. Et après, je suis beaucoup plus passé sur des ouvrages universitaires comme aujourd'hui. Les lectures plaisir sont un petit peu plus rares. Le dernier livre que j'ai lu vraiment pour moi, j'ai relu La part de l'autre. Je sais pas si ça te parle. C'est une uchronie. Genre super intéressant l'uchronie au demeurant d'ailleurs. Oui, un style que j'aime beaucoup. Là, c'est pas très original et on va atteindre le point Godwin très rapidement. Tu suis d'un côté un chapitre sur 2 Adolphe H et de l'autre côté Adolphe Hitler. Et le postulat de départ, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été pris aux Beaux-Arts. S'il a été pris aux Beaux-Arts. Et tu as un parcours qui est complètement différent et tu te prends d'empathie pour l'artiste qui subit les horreurs de la guerre de plein fouet et qui est un pacifiste convaincu à des années-lumière de son homologue. Voilà. Et le fait qu'un chapitre sur 2, tu aies la vie en parallèle de ces deux hommes qui viennent d'une même base, c'est vraiment très bien écrit, c'est fascinant. Je le recommande pour tous les amateurs du chrony. Pour le coup, je pense que je vais me le commander, je mettrai le lien en description, mais oui, non, c'est vraiment pas mal comme idée. Petit point qui est intéressant, je rebondis juste sur une chose que tu as dit, c'est qu'il y avait beaucoup moins de lecture plaisir aujourd'hui et plus de lecture technique. Ça, c'est vraiment un point intéressant dans les habitudes de lecture aujourd'hui. Je regardais notamment les statistiques en librairie. En fait, 80% des gens qui achètent des livres en librairie sont des femmes. Qui achètent de la fiction en librairie sont des femmes. Et en fait, la plupart des hommes se sont déconnectés de la fiction parce que justement, leur lecture, si jamais ils lisent, alors déjà ils lisent moins que les femmes, tendanciellement, et en plus quand ils lisent, c'est plus des ouvrages techniques par rapport à leur travail, par rapport à leur profession. Alors que justement, les femmes achètent beaucoup plus de fiction. En tout cas, c'est dans les tendances qu'on retrouve en statistique. Les dark romance, etc. en ce moment. Alors ça, c'est encore quelque chose qui a beaucoup de succès chez les femmes. Complètement, c'est encore un autre sujet bien touchy ici, et d'ailleurs qui dit énormément de notre société actuelle par les tendances. Mais oui, de manière générale, la fiction appartient plus aux femmes. D'ailleurs, c'est une des motivations à créer la chaîne Guerre et Littérature, c'est que je me suis dit comment rattacher les hommes à la fiction, et bien justement par la littérature de guerre, qui traditionnellement une littérature qui touche plus les hommes. Ça touche aussi certaines femmes, évidemment, il n'y a aucun souci, mais traditionnellement, c'est quand même plus un sujet qui touche les hommes. Tu regardes dans les années 80, les étagères des bibliothèques, des librairies, tu avais du Conan le Barbare, tu avais des héros musclés, et on revient un peu à ce que... à ton univers de fitness, de littérature, d'imaginaire, qui était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas dans une librairie, les étagères ne sont pas du tout des Conan le Barbare et ce genre de choses. Deux de mes auteurs préférés, Howard et Lovecraft d'ailleurs. On va revenir dessus, on va juste terminer ton parcours. Donc, études du criminologie, tu avais commencé ta thèse. J'ai commencé ma thèse, du coup sans y croire. C'est-à-dire, j'étais parti de la vocation, où vraiment je voulais être le gentil qui va faire le bien, etc. Je fais souvent une analogie, pareil, assez infantile,
mais que je trouve très proche de la réalité. C'est-à-dire que j'ai commencé le droit en voulant être Batman, et à la fin, quand j'ai bossé dedans, je voulais être le Punisher. Ah oui, Si tu vois la différence, il y a eu un switch. Juste pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers des super-héros américains, tu peux décrire un peu le personnage de Punisher? Alors, le Punisher, il faut s'imaginer, pareil, un héros qui n'a pas de pouvoir, qui est un ancien militaire, et qui, à la différence de Batman, exécute systématiquement les criminels. Donc, qui utilise des armes à feu, c'est très violent, c'est très noir. C'est vrai que Batman a 2 règles, c'est il ne tue pas, il n'utilise pas d'armes à feu. Et 2 règles qui sont les anti-règles. Pour la sécu, c'est pas Batman, il est pas terrible, hein, parce que ça se passait en France, vu les dégâts, voilà. Je pense que le Punisher, d'un point de vue économique, est plus intéressant. Ok, là on dérape. Oui, pardon, plus sérieusement, ça m'avait rendu assez pessimiste. Disons que j'avais plus foi dans la justice, dans le sens où, pour changer les choses, il faut faire de la politique, et c'est pas quelque chose qui m'intéressait à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui m'animait. D'accord. Le problème de la justice, au départ, il est politique. Bah, en fait, même avec des postes à responsabilité, tu ne fais que suivre des ordres. C'est-à-dire qu'on va te donner l'illusion que tu es important, que tu peux changer les choses, mais en fait non. Puisque tu es juste dans une chaîne de commandement. Toi qui es ancien militaire, bah, tu vois le truc. Et je voulais garder une part de terrain avec le concours que j'ai passé. J'en dirai pas plus, mais je voulais rester dans la pratique. Et c'était pas quelque chose qui me permettait de vraiment avoir une action concrète. D'accord. Donc j'ai quitté ce milieu en me disant je vais faire prof de fac, donc je vais faire une thèse et je vais essayer de faire prof de fac puisque c'est assez compliqué d'avoir les agrègues. Alors là, pour le coup, tu t'éloignes encore plus du terrain. Là. C'est ça. Mais là, j'étais juste... Bah, je peux pas faire ce que je souhaite, je vais faire le boulot alimentaire, entre guillemets, je vais prendre des matières que j'aime bien, je vais être prof de pénal ou de criminaux ou autre. Je vais pas faire une quantité d'heures incroyable, je serai bien payé, j'écrirai 2-3 papiers sur des sujets qui m'intéressent, et j'essaierai de transmettre des choses aux autres. C'est assez incroyable de voir entre ce que tu es devenu et ce que tu aurais pu devenir. D'un autre côté, entre le prof de fac et le fait qu'aujourd'hui je fasse de la vulgarisation, il y a toujours cette idée de transmission. Complètement. Tu remarqueras. Complètement. À la différence que c'est pas la même échelle et le degré d'intimité n'est pas le même, puisque entre le prof qui physiquement va pouvoir être là pour ses élèves, les accompagner, etc., c'est le petit truc qui me manque dans mon métier actuel, c'est qu'avec la distance, avec les écrans, avec les réseaux, on se rend moins compte de l'impact qu'on peut avoir et de ce qu'on peut apporter aux gens. Quand tu rencontres des abonnés ou autres, ou qu'en convention on vient t'expliquer des choses, ou que tu vois même des... Ça m'arrivait l'année dernière d'avoir quelqu'un qui a fait sa thèse et qui avait utilisé certaines des choses que j'ai pu publier. Excellent. Pour sa thèse. Sa thèse s'est très bien passée au demeurant, et j'ai suivi ça de loin et ça fait plaisir. Bah, complètement. Et tu te dirais pas que du jour au lendemain tu vas te filmer sur internet et ça peut donner quelque chose. Bah, surtout que la plupart des contenus sur internet aujourd'hui, dans leur grande majorité, c'est ce qu'on appelle ça, pas du brainwashing, mais du brain rot. Du brain rot. Et te dire que tu arrives à apporter une contribution intellectuelle, pédagogique, ludique, qui peut contribuer dans des thèses, c'est extraordinaire. C'est arrivé une fois le coup de la thèse. Hein. Mais c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Déjà, ça a fait plaisir. Et oui, donc j'ai commencé une thèse, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, YouTube s'est mis à fonctionner. Donc j'avais 2 choix qui s'offraient à moi. C'est soit faire un boulot alimentaire, qui est tout à fait honorable, hein, si j'avais réussi à faire maître de fac, maître de conférence, mais ça m'aurait demandé d'aller au bout de la thèse. Soit le métier passion. J'ai choisi la passion et je ne regrette pas du tout, puisque ça m'a pas mal apaisé sur ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que ça m'a pas mal assombri l'esprit d'être confronté au mauvais côté de la justice, on va dire. Le côté physique et le côté apporté aux autres, c'est quelque chose qui m'a manqué, mais j'ai trouvé un palliatif avec l'associatif. Donc aujourd'hui... un bon équilibre de vie. Quand tu t'es dit, je vais me lancer à fond dans YouTube, alors déjà j'imagine que pour tes parents, passer déjà la fac de droit c'était dur à avaler, et maintenant quand tu as dû leur annoncer papa, maman, je vais devenir youtubeur. La fac de droit, comme j'avais de bons résultats, c'était la condition sine qua non, mais d'autant que je suis fils unique. Mais comme mon parcours scolaire s'est toujours très très bien passé, ça a été. Par contre, oui, quand je suis parti, il a fallu l'expliquer, et bien évidemment pour les générations d'avant, tous les métiers d'internet, tous ces trucs-là, c'est très nébuleux. J'ai encore une grand-mère pour laquelle je suis une sorte de chômeur amélioré. Bon. C'est pas grave. J'avais entendu cette expression que la plupart des youtubeurs en fait sont des cybermendiants, puisque à chaque fois ils te demandent de t'abonner, ils viennent quémander des sponsors, etc. Il y a quelque chose. C'est très violent, mais c'est pas non plus complètement dénué de vérité. Voilà. Avec tout le respect, je suis moi-même. Après, dans le milieu du fitness, on a une grande chance par rapport aux autres.
Et moi, je suis à mi-chemin entre le fitness et la vulgarisation, donc je peux bénéficier des avantages des deux. C'est que dans le fitness, tu as les compléments alimentaires que les gens vont consommer tous les mois, ce qui fait que les marques peuvent, quand on vend suffisamment et qu'on a assez d'audience, nous verser des fixes. C'est-à-dire on va signer un contrat sur X mois, ça ressemble un petit peu à un CDD si tu veux, et on sait qu'on a une somme qui va tomber chaque mois. Déjà, ça rassure un peu. Oui, ça stabilise, parce que le métier de créateur de contenu, si tu peux passer d'extrême à avoir de 200 € à 5000 tous les mois sans savoir ce que tu vas toucher, c'est pas viable. Si tu veux acheter une maison, si tu veux construire une famille, une vie, c'est des questions qu'il faut te poser. C'est ça, parce que ça fait rêver beaucoup de personnes, notamment dans les nouvelles générations. Mais c'est instable, c'est très instable, il y a beaucoup de personnes qui tentent l'aventure, il y a très peu d'élus. D'ailleurs, toi, qu'est-ce qui t'a permis de percer dans ce milieu, de te démarquer un peu dans ce monde du fitness? C'est l'histoire. C'est Excellent. l'histoire, puisque j'ai commencé vraiment ma chaîne YouTube parce que je m'ennuyais, tout simplement. C'était l'été, ça devait être à la fin, je devais avoir eu ma licence, début du master ou début du master 2, je ne sais plus. Juste fait des vidéos avec du gros métal, en faisant ma grosse voix, en faisant mon bonhomme, etc. Tu joues de la musique un petit peu à côté? J'ai fait de la guitare électrique au lycée, pas mal, et après pendant les études j'ai arrêté puisque j'étais dans un petit studio en placo avec les voisins, c'était plus possible. J'imagine. J'ai une guitare acoustique, mais je ne joue plus assez à mon goût. Faut que avoir le bon équilibre, niveau. l'arrêté grec que tu évoquais dans une de tes vidéos, la culture, le théâtre, la musique, et le sport, c'est ça, essayer pour être d'être l'homme complet. Voilà. Tout à fait. C'est extrêmement intéressant parce que hier j'ai eu une interview avec un capitaine de Légion étrangère qui en fait a fait Normal Sup, c'est un normalien. Et ce passage en philosophie, pour finir capitaine de Légion étrangère, pour rechercher ce côté homme de réflexion et homme d'action, il avait exactement le même discours que toi, justement sur le fait d'être un homme complet, de chercher à la fois dans la difficulté, mais aussi dans l'épanouissement culturel et diversifié. C'est ça que je trouve très beau dans certains idéaux grecs. Aujourd'hui, on a toujours ce stéréotype qui colle à la peau du musclé ou du sportif, de l'athlète en général. Le cerveau et un muscle. Voilà, et c'est vraiment dommage, puisque les critiques existaient déjà à l'époque. Galien notamment, je crois que c'était de lui que vient la citation qu'il n'y a pas de pire race que la race des athlètes. Où il y a quelque chose. Il était très critique vis-à-vis des athlètes, mais des athlètes professionnels trop centrés et omnubilés vraiment par la pratique sportive. L'idéal grec, c'est le kalos kagatos, comme tu en parlais tout à l'heure. On retrouve également l'idée d'arrêter, même si l'arrêter, selon les cités. Est-ce que tu peux juste revenir sur le kalos kagatos? Kalos kagatos, beau et bon. Donc l'idée étant, tu te rapproches un peu de la physionomonie finalement. Dans le sens, associer de belles qualités physiques aux qualités morales. Pour un grec, l'idée c'est que si tu es bien fait, si tu es beau, techniquement tu vas être bon, tu vas être éduqué, etc. etc. Ce qui n'est pas complètement faux, dans une certaine mesure, étant donné que les gymnases grecs n'étaient pas ouverts à tous. Déjà, il fallait être citoyen. Et ensuite, le sport intensif, il fallait avoir les moyens de le pratiquer. Dans certaines cités comme à Sparte, c'était une obligation citoyenne. Donc là, peu importe ton niveau social, dès lors que tu étais spartiate, tu devais être à la salle de sport, entre guillemets, en permanence. T'imagines si en France on faisait la même chose, dès lors que tu as la citoyenneté française, tu dois aller à la salle de sport ou au moins pratiquer un sport. Ce serait bien, mais... Tu m'as fait peur parce que quand tu m'as dit qu'ils n'étaient pas ouverts à tous et que tu parlais du beau et du bon, j'ai cru que tu allais dire qu'ils n'étaient pas ouverts aux moches. Alors, on a retrouvé le règlement du gymnase de Béroia, donc une cité proche de la Macédoine, je crois, à vérifier, qui donne un petit peu le règlement. Donc c'était interdit aux ivrognes, aux apalestros, donc ça veut dire les personnes qui n'aiment pas le sport. Donc bon, d'accord. Apalestros, je connaissais pas. Est-ce que c'est nécessaire de leur interdire le sport s'ils n'aiment pas en faire? Je ne sais pas. Interdit aux femmes, aux esclaves et encore à d'autres catégories, les repris de justice. La pratique était très aristocratique au départ. Ça s'est un petit peu calmé au fur et à mesure puisque l'histoire athlétique grecque, c'est plus d'un millénaire. Finalement, c'est vrai que quand on y pense, on est toujours centré sur cette période, sur cet âge d'or de la Grèce antique, alors qu'en fait, ça dépasse largement ce simple cadre. Et justement, cette identité de ta chaîne, où tu essayes de mêler le fitness, l'histoire, et aussi un peu des conseils de vie de manière générale. Mes vidéos, au départ, c'était des vidéos de muscu très simples. Très très simples. Il faut imaginer un étudiant en droit qui s'ennuie, qui trouve qu'il n'y a pas de youtubeur fitness assez métalleux, assez geek. T'es un petit peu axé là-dessus. Et il y a les questions historiques. Donc l'histoire, une autre passion, que j'ai travaillé à la fac également d'ailleurs, puisque tu parlais de mon parcours universitaire. Dès qu'il y avait une matière qui pouvait se relier à l'histoire, je sautais dessus en option. Excellent. Bon, c'était les relations féodo-vassaliques, les problèmes sociaux contemporains, etc. On s'éloigne bien évidemment du milieu du sport.
Mais toujours est-il, au bout d'une année, avec ma chaîne, j'ai finalement écrit ma vidéo sur le sport de l'Antiquité grecque, sans grande conviction au départ, juste parce que c'est un sujet qui me plaisait. Par plaisir, et oui, c'est- voilà. Et de vidéos qui, au summum, sur une année, ont réussi à faire 2000 vues, donc autant dire que c'était pas fou, mais je me mettais aucune pression. Cette vidéo-là, on a fait 200 000. Ah oui, Et là, je me suis dit, tiens, et j'ai pris 2000 abonnés. Ce qui, au ratio, n'est pas énorme. Mes vidéos de l'époque étaient extrêmement malaisantes. Cette vidéo-là, vous ne la retrouverez pas, puisqu'elle est hors ligne. J'étais pas du tout à l'aise devant une caméra. C'est un métier, ça s'apprend. Je me suis dit qu'il y avait un public. Donc, j'ai recommencé et je me suis dit, je peux me permettre en plus d'investir et d'acheter plein de livres, puisque c'est pour le travail, entre guillemets. Ce qui excellent. fait qu'aujourd'hui, j'ai une assez grosse bibliothèque avec quelques livres dont je suis plutôt fier. Des livres qui sont plus que centenaires, très bon état. Magnifique. Il y aura tout un sujet à faire justement sur acheter le livre, pas pour l'histoire qu'il contient, mais pour l'objet en lui-même, l'objet livre. Ah bah là, les deux. Voilà, qui est à la fois un objet esthétique, mais symbolique, et puis forcément ce transmetteur de savoir. Il y a un mois ou deux, le livre dont je suis le plus fier, un livre qui a plus de 100 ans, ouais, il date de 1911, je crois. Comment s'appelle-t-il? Les Rois de la Force, On d'Edmond est dans le Desbonnets. thème. On est dans le thème. Donc un magnifique ouvrage que j'ai trouvé chez un libraire que j'ai eu pour quelques centaines d'euros à peine. Pour les passionnés, en tout cas, c'est le Graal. J'allais dire quelques centaines d'euros à tes... J'ai dû scanner quelques pages. J'ai eu la goutte de sueur, je t'avoue. C'est incroyable. Je serais très curieux de voir à quoi ressemble ta bibliothèque. Il faudra que tu envoies une photo de tous les ouvrages. Avec plaisir, je te fais ça en rentrant. D'ailleurs, oui, c'est aussi un thème de l'émission, ta bibliothèque idéale. Voilà, quels ouvrages tu devrais absolument mettre dans une bibliothèque de l'homme complet, de le bon Kalosé Gakatos? Quels ouvrages tu as détestés? Déjà, comment tu construis ta bibliothèque en tant que meuble? Quelle place il occupe dans la maison? Enfin, il y aurait énormément de choses à dire. Alors, là, ma bibliothèque, une de mes bibliothèques, la plus remplie, on va dire, elle est dans ma salle de sport. Excellent. Tu as réussi à mélanger les deux au même C'est endroit. ça, La elle est- culture et le... Elle est à côté de mes poulies, à côté de mon gros rack. De toute manière, bientôt, je ferai une vidéo sur le réaménagement de mon nouveau home gym. Et la bibliothèque occupe une très belle place. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais très heureux de te recevoir ici. C'est toujours dans cette idée de comment reconnecter les gens à la lecture, comment redonner envie aux gens de lire. Toi, tu avais réussi à mêler les deux parce que tu expliquais que quand tu allais à la salle de sport, entre chaque série, tu lisais un bouquin. L'OVNI de Basic Fit. Ah ouais, Moi, j'imagine que les gens devaient te regarder un peu bizarrement dans la salle quand même. Quand j'étais pas encore... Enfin, j'étais déjà sur YouTube quand j'ai commencé à faire ça, mais j'étais pas très connu. Ouais, ça attirait forcément les curieux. Enfin, les gens, ils viennent voir... qu'est-ce qu'il fout avec des bouquins sur le banc de développé couché et surtout, j'avais des performances déjà pas trop dégueulasses, donc ça intriguait d'autant plus, tu vois. Par curiosité, c'est combien ton max? Le max au coucher. Alors, le max théorique, parce que j'ai jamais fait de max, je devais être dans du 170. En échauffement, j'ai fait du 155. Et par rapport à mes séries de travail, ouais, j'étais autour de 170. Vous voyez, sur Guerrier Littérature, on aborde vraiment tous les sujets. Au départ, ça intriguait beaucoup les gens. Après, c'était aussi un signe extérieur pour les gens. Ils me reconnaissaient, pas uniquement avec ça, mais ça attire l'œil et hop, ils viennent demander leurs photos. Bon, c'était relativement amusant. Et par rapport aux études, c'est ce que je te disais en off, j'ai profité en fait de mes lectures à la salle pour également réviser certaines matières pour mon Master 2 et pour mon diplôme universitaire. Excellent. Et tu me disais qu'il y avait une matière que tu avais passée intégralement en la révisant à la salle de sport. Pour ce qui est du côté universitaire, j'ai d'abord tout ce qui est culture générale pour la préparation de mon concours. Ça, je bouffais de la culture G entre deux séries de squats. Et pour la criminologie et la psychiatrie criminelle, je me souviens que je m'étais fait des fiches. Je révisais mes fiches, je faisais une série. Je lisais le recto d'une fiche, imaginons. Je refaisais ma série. Je me remémorais, je voyais ce qu'il y avait, hop, je relisais le reste. Je faisais pareil avec le berceau, etc. Et au final, ça me faisait un gain de temps. Puis là, le Kalos Kagatos, entre guillemets, on pouvait pas faire meilleure application, puisque je travaillais, je faisais ma séance, à la fin, j'étais cramé, et en même temps, j'avais pu avancer sur le travail intellectuel. Et je pense même que ça fait partie de ces petites techniques pour réussir à lire, parce que je pense que tous les gens qui travaillent, qui ont une vie active, ont vraiment ce problème. Voilà, comment trouver et l'énergie et le temps. Et toutes ces petites techniques, voilà, 2 pages ici, 2 pages là dans la journée, 2 pages avant d'aller se coucher, avant d'aller manger. À la fin de la journée, tu as lu 20 pages. À la fin de la C'est semaine, tu as lu un bouquin. Après, ça peut avoir quelque chose de très frustrant, étant donné que de temps en temps, tu vas avoir ton chrono dans le cas de ce que je faisais. Le chrono qui t'indique qu'il faut reprendre. Et là, tu es au milieu d'un paragraphe. C'est pas le plus confortable, mais effectivement, quand t'as pas le choix et qu'il faut optimiser, c'est une astuce que j'ai utilisée et qui fonctionnait très bien. Après, j'ai uniquement fait ça avec soit des ouvrages d'histoire,
donc pour ma culture et pour le travail, entre guillemets, et pour la fac. D'accord. Des ouvrages vraiment plaisir, j'ai jamais fait ça, puisque bien évidemment, À chaque fois, je te parlais de Howard tout à l'heure, me lire une petite nouvelle de Conan, je vais pas faire ça à la salle, je vais faire ça tranquillement, posé chez moi. Quoique tu serais dans le thème là, c'est du Conan en train de pousser de gros développé couché. Là, C'est plus compliqué de se projeter, tu vois. Mm. Surtout avec la musique de Basic Fit. Ton exemple comme ça a inspiré un peu d'autres personnes à la salle qui se sont dit tiens, c'est rigolo ce qu'il fait, est-ce que je tenterais pas un peu? Est-ce qu'à la fin, ta salle ne ressemblait pas à une immense bibliothèque ou, Alors la salle, pas du tout. Néanmoins, j'ai de temps en temps des abonnés qui me taguent sur des stories où effectivement ils sont avec un bouquin à la salle. Excellent. Ce que je trouve plutôt amusant, puisque je suis sans doute pas le premier à avoir fait ça, mais je suis peut-être un des seuls qui l'a médiatisé, on va dire. C'est drôle de voir que l'exemple a pu être suivi par certaines personnes et les aider notamment à passer des examens ou d'autres choses. Puis c'est toujours plus positif que d'être sur son téléphone portable entre chaque série. C'est ça. C'est pour ça que je suis toujours avec un carnet papier à la salle de sport. Maintenant, je suis passé sur une application par rapport à un projet avec deux amis dont je parlerai sur mes réseaux plus tard. Mais traditionnellement, je suis avec mon gros carnet, je note tout. Et ça permet de laisser le téléphone dans un coin, parce qu'après, les écrans, on passe déjà notre temps dessus. Je crois que l'adolescent français moyen, il passe à peu près 150 jours par an cumulés sur les écrans. J'imagine juste déjà l'atrophie cérébrale que ça entraîne. Les neurologues ont fait des tas d'études là-dessus. Mais même ton univers mental qui se résume à ce petit carré numérique. C'est ça, puis il faut voir les contenus, sans vouloir critiquer, les contenus verticaux. Le souci, c'est le fait de swiper, le temps d'attention, il est archi réduit. Le scroll maintenant, ça te démolit ta capacité d'avoir un effort prolongé dans la durée, d'avoir une capacité de concentration dans la durée. Grand combat de notre époque, ça va être ça va être de récupérer ce qui, en tant qu'espèce humaine, a fait notre force, à savoir la gratification différée, réussir à se contrôler, réussir à durer dans le temps. Je suis d'accord. Dont on s'éloigne complètement. Et donc, aujourd'hui, pour conclure, en tout cas sur cette partie de ton parcours, aujourd'hui, je crois que tu as 125 000 abonnés, quelque chose comme ça. C'est ça, on approche les 126 000. Tu as réussi à avoir 126 000 en parlant d'histoire et de sport en même temps. C'est ça. J'ai deux concepts aujourd'hui sur ma chaîne que j'anime principalement. Côté historique, où j'ai deux émissions. Il y a Histoire musclée, qui est à la base l'émission que j'avais quand j'ai commencé, mais que j'ai fait évoluer depuis 1 an et demi, en allant vers le côté secret d'histoire, finalement. Les gens qui ont vu mes deux dernières histoires musclées comprendront. Je suis en costume. C'est du Stéphane Bench, comme ils disent. Et derrière, il y a... ça vient d'un abonné. S'il se reconnaît, bravo pour le surnom, Bench, c'est génial. Etc. Ça marche très bien. Et derrière, j'ai de la reconstitution. Là, on avait fait 2 vidéos sur la Grèce antique avec les somatophylaques, qui sont donc une association de reconstitution basée dans le sud, du côté de Nice. Donc on avait fait une vidéo sur Sparte, tout ce qui est politique, société, éducation dans cette cité, et une vidéo sur les Jeux Olympiques, donc avec ces personnes-là qui font office de comédiens principaux, entre guillemets, qui sont habitués à tourner avec Arte, avec des chaînes d'histoire, etc. Et des abonnés que j'ai fait venir, qui étaient très heureux d'être exploités. Merci à vous, puisque les pauvres n'ont pas été rémunérés, mais gros barbecue, belles images. Puis on a passé un bon moment, donc c'était l'essentiel. Et ça m'a permis d'avoir des musclés pour les vidéos, puisque sur ce qu'on a fait avec les athlètes, il fallait du muscle. Voilà. Il y a eu un casting qui a été fait pour sélectionner. C'est ça. Je sais pas si tu avais vu, c'est la chaîne Sur le Champ, je sais pas si tu connais, Toké, qui avait fait une reconstitution de phalange. Une reconstitution de phalange juste pour tester en fait ce concept, comment une phalange, les mécanismes qui faisaient qu'une phalange craquait, comment elle progressait, etc. J'avais trouvé la vidéo fantastique, il a réussi à réunir 200 personnes, il a fait un grand appel à tous les abonnés sur la France, qui a envie de jouer le grec pendant le week-end, ils ont fait un gros camping, et la vidéo effectivement est assez incroyable là-dessus. Oui, c'était un très très beau projet, malheureusement j'ai eu un imprévu perso dernière minute qui m'a empêché de m'y joindre. Alors, parce que là, réussir, juste pouvoir s'imaginer le temps d'un week-end, être placé dans une phalange, sentir le pax à ta gauche, le pax à ta droite, ça pousse derrière, etc. et se jeter dessus, et voir comment tu charges dans une phalange. Mine de rien, je crois que leur bouclier était au poids réel, etc. C'est un bouclier grec, c'est assez lourd. Et c'est combien ? Un bon 5 kilos au moins. Si tu portes ça à port de bras pendant 2 heures de bataille, oui, je pense que tu le sens. Déjà, à l'armée, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir les armes les plus légères possibles, parce que quand tu les as à bout de bras, combat urbain ou quoi qu'est-ce, pendant plusieurs heures, oui, tu sens que ça pèse dans les bras à la fin. Surtout si t'as l'armure par-dessus. Mais bref, du coup, ça, c'est l'émission que je valorise le plus. Malheureusement, ça me coûte un budget monstre, puisque j'ai toute une équipe qui vient sur Histoire musclée. Vous êtes combien de personnes là-dessus ? Alors, le premier tournage qu'on a fait, il y avait une trentaine de comédiens /figurants.
Au niveau de l'équipe technique, il y avait 4 personnes, donc c'était en équipe réduite. Néanmoins, là, on a fait le devis avec mon directeur de prod, entre guillemets, pour un banquet médiéval que je voudrais organiser. Excellent. Pour parler de l'alimentation au Moyen-Âge. On a le château, j'ai les idées pour le traiteur, etc. On a des associations qui peuvent venir, mais rien que pour payer le personnel, le traiteur, etc., c'est des chiffres gigantesques. Donc, c'est pas impossible que fin d'année, je monte peut-être un Ulule ou autre pour m'aider à financer tout ça, mais en faisant de l'économie au maximum. Parce que je vois certains créateurs qui demandent du 50 000 balles pour faire un épisode de journalisme, enfin, type journalisme, sans citer personne. Même si ça évoquera... Toi, Je pense que lui, petit clin d'œil au CNC, a payé 30 000 € pour lire des pages de sociologie. Voilà, moi je sais que tu me files la moitié, mais je te fais des trucs. Et pour conclure là-dessus, sur cette émission, je devais en fait peut-être la proposer à la télé, sur une chaîne que je ne citerai pas, mais ça avait été proposé pour une boîte qui rachetait les droits d'exploitation d'une chaîne. D'accord. On m'avait parlé de 50 000 balles pour un épisode, une saison de 12 épisodes. J'aurais été le roi du pétrole, tu vois, j'aurais été ravi. 50 000 € pour... tu m'étonnes. Ce qui est un coût vraiment faible pour la télé, apparemment. Et moi, tu me dis ça, c'est OK, vas-y. Puis en plus, à part présenter et revérifier l'écriture, bien évidemment, pour l'adapter à moi, j'aurais rien eu à faire. Mais la chaîne en question a préféré faire sauter l'émission historique pour de la télé-réalité. Un coup dur. Ce qui m'a foutu en rogne. Tu m'étonnes. Donc voilà, je suis en train d'étudier comment faire. Et sur le côté, pour pouvoir continuer à proposer du contenu historique, mais en redescendant un petit peu mes exigences, il y a Anecdotes musclées, où là, je fais du facecam classique, youtubeur classique, avec des illustrations, etc. Sur des sujets de vulgarisation un peu plus vastes, un peu plus légers, un peu plus YouTube. Là où Histoire musclée, je le coécris avec un historien. Il y a vraiment une volonté de produire quelque chose qui peut se rapprocher de la télé. Donc voilà pour les 2 formats en question. Et l'autre format qui m'a permis d'éclore sur les réseaux, c'est J'irai pousser chez vous. Pareil, la référence est absolument évidente. Avec donc différentes personnalités. Le principe, c'est simple. Je me déplace chez quelqu'un qui s'entraîne ou pas. On fait une séance de sport en discutant entre les séries. Puisque c'est un sport qui est très social, finalement. Puisque les temps de repos, on peut lire pendant. Mais généralement, qu'est-ce que font les gens à la salle de sport? Ils discutent. Et ça peut mener à des discussions très intéressantes, puisque bon, là, on consomme de l'alcool. Mais en très faible quantité, vous remarquerez. Voilà. Mais le sport délie également les langues, ce qui permet d'avoir... c'est un fluidifiant social aussi. Avec l'effort et compagnie, ouais, les barrières tombent. C'est rigolo parce qu'on a un peu cette image du sport où, en gros, si tu vas à la salle, dans 60% des gens, chiffre complètement tiré au hasard, nombre, pardon, complètement tiré au hasard, c'est un mec qui vient de se faire larguer par sa copine et qui, du coup, est passé dans une espèce de mode dark avec les écouteurs sur la tête. Il reste pas longtemps, lui. Après, les salles de sport modernes, malheureusement, c'est ça, hein, le côté social est un petit peu mort. Mais les vieilles salles de sport, pour ceux qui ont pratiqué dans les années 2010, avant qu'il y ait vraiment l'explosion des Basic Fit, Fitness Park, etc., t'avais encore ces vieilles salles où tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se dit au revoir. J'ai commencé dans une salle comme ça, et c'est aussi ça qui m'a donné l'amour de la musculation en salle de sport, puisque il y avait vraiment ce côté émulation, et tu casses les barrières. C'est-à-dire que dans ma salle, t'avais des ouvriers du BTP, t'avais des médecins, t'avais des chefs d'entreprise, t'avais des chômeurs. Tout le monde était copain, quoi, tu vois. Tout le monde se réunit autour de l'amour du sport. Des étudiants. Et ouais, il y avait plus cette différence. Là, bientôt, c'est le Hellfest. C'est comparable au Hellfest, en fait. C'est que là, pareil, on va se retrouver entre festivaliers sur plus qu'un week-end, et les barrières sociales tombent. Excellent. Et c'était pareil pour la salle de sport. C'est-à-dire, n'importe quelle personne de n'importe quelle classe, ça nous rassemble, en fait. Alors que j'ai l'impression que l'état d'esprit dans les salles de sport aujourd'hui, c'est plus cette espèce d'individualisme moderne. Encore une fois, chacun retombe un peu dans sa bulle, avec une espèce de culte de la compétition, mais pas forcément sain. C'est le sujet d'une de mes prochaines vidéos d'histoire. Je compare l'Antiquité je choisis l'Antiquité puisque c'est la période la plus cohérente. J'ai l'impression que c'est une période de référence récurrente chez toi. Oui, les salles de sport existaient déjà, sous une forme différente, le gymnasium, mais ça existait. Il y avait des athlètes professionnels, il y avait déjà des théories par rapport à l'entraînement, par rapport à l'alimentation. Donc les parallèles sont évidents. Je me souviens d'une vidéo que tu avais fait sur le sport au Moyen-Âge, où à l'inverse, la salle de sport avait disparu. On continuait de pratiquer du sport au Moyen-Âge, mais plus du tout dans le même état d'esprit. C'est ça. Et il n'y avait plus d'athlètes professionnels, en tout cas plus au sens où les Grecs anciens l'entendaient. Ce que tu peux rapprocher le plus d'athlètes professionnels au Moyen-Âge, c'est tout simplement tout ce qui est tournoi, joutes et autres. Au niveau de la définition du sport, tout ce qui est tournoi, effectivement, tu avais un terrain, tu as des règles établies, une institution, entre guillemets. Des trucs comme la Soule, par exemple, c'était interdit. Les terrains, c'était n'importe quoi. Les règles, elles étaient très floues.
Donc ça, tu peux pas dire que c'était un sport. Les tournois, ça se discute. Même si pour beaucoup de personnes, beaucoup d'historiens du sport, le sport est né avec l'aristocratie anglaise, à la fin du 19e. Typiquement le rugby, encore une fois, on retombe sur Exact. l'homme complet. C'est un gentleman qui doit être cultivé, mais qui est capable d'affronter la souffrance sur le terrain, de se mettre dans le dur, justement, pour s'éprouver en tant qu'homme. Tout à fait. Et après, il est arrivé en France, et là, c'était juste se mettre sur la tronche. Un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir justement comment chaque sport évolue suivant la culture du pays. Où effectivement, en Angleterre, donc c'est plutôt les classes sociales élevées, entre guillemets, donc les gentlemen, les gens qui ont un certain revenu. Alors qu'en France, c'est quelque chose de très populaire. Le fameux Sud-Ouest, c'est le rugby de village, qui est beaucoup plus paysan, ouvrier, etc. Et du coup, qui donne, pour le même sport, des mentalités complètement différentes. Voilà. Enfin, il y aura des études à faire absolument. Donc, quand on s'intéresse au sujet du sport au début du 20e, fin 19e, début 20e, c'est très drôle. Hein. Les Jeux Olympiques, c'était réservé aux amateurs. C'était pas professionnel. Oui. Le sport était vu, surtout par les Britanniques. Ils voulaient un petit peu garder la main mise dessus, comme quelque chose d'élitiste. Même Coubertin, il évoquait le fait que c'était pas pour les prolétaires. D'accord, je savais qu'il évoquait le fait que c'était pas fait pour les femmes. C'est pas pour les femmes, c'est pas Voilà. pour les prolos. Effectivement, je suis étonné qu'il soit pas encore cancel aujourd'hui, d'ailleurs, ce brave Coubertin. À l'approche des JO 2024, tu as eu quelques petits articles pour lui mettre des fions par rapport à ça et au fait qu'il a vanté les Jeux Olympiques de 1936. Ah, ça, je n'avais pas cette partie. Donc les Jeux Olympiques de Berlin, qui effectivement, du point de vue strictement compétition, organisation de la compétition, Jeux Olympiques, c'était une réussite, mais tout ce qu'il y a derrière, bien évidemment. Forcément, ouais. Après, il est décédé pile avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le baron Coubertin. Donc, J'ai peut-être évité de dire 2-3 bêtises supplémentaires. il a pas vu la finalité de ce qu'il a pu défendre à un moment, quoi. On va revenir un peu sur la littérature, parce que c'est comme un peu le thème de la chaîne, et c'est vrai qu'on a un petit peu digressé. Normalement, c'est pas que le whisky, et les beaux costumes aussi, d'ailleurs, il faudra qu'on reparle de ça un peu plus tard. Sur la littérature, j'ai 2 questions qui me viennent. La première, donc, tu évoquais un peu les ouvrages qui ont façonné ton imaginaire d'enfance, et notamment cet idéal de justice qui t'a poussé à avoir ce parcours de vie que tu as jusqu'à maintenant. Est-ce que tu pourrais donc revenir un petit peu sur la façon dont tu consommais la littérature étant enfant, et qu'est-ce qui t'a poussé vers les littératures? Alors déjà, juste avant de commencer, je pense que toi et moi, on est à peu près de la même génération, celle où il n'y avait pas encore cet afflux d'écran qui, pour le coup, est un concurrent. Ça commençait, c'est un concurrent complètement déloyal. L'écran, t'envoie des shots de dopamine directement, là où la littérature, c'est un plaisir plus diffus, moins brut comme ça. Donc, qu'est-ce qui t'a justement amené à la littérature? Est-ce que c'est une éducation familiale? Est-ce que c'est toi spontanément? Alors, c'est absolument pas familial, en dehors du fait, comme je disais tout à l'heure, que ma mère a cherché à me mettre à la lecture et m'a fait manger les Harry Potter. Donc ça, La meilleure décision de sa vie. Ah oui, mais quand un livre sortait, je me souviens, le dernier, un sacré pavé, après je me souviens plus de la taille de la police. Je l'ai inhalé le bouquin, littéralement. Suite à ça, je me suis mis à lire Tolkien. J'ai beaucoup aimé, bien évidemment. Il y a eu une de mes profs de français qui nous a fait lire du Lovecraft, figure-toi. Ça, pour le coup, c'est original. Oui, j'ai toujours été assez attiré par le fantastique, mais également tout ce qui est un petit peu plus horrifique, un petit peu plus ésotérique. Et la découverte de Lovecraft, là où à cette époque-là j'étais ado, les films d'horreur, etc., c'était quelque chose, je pouvais en regarder avec mon meilleur ami, on s'était fait toute la filmographie possible et existante, il n'y a rien qui nous faisait quelque chose. Par contre, je me souviens que la nuit où j'ai lu du Lovecraft, j'étais tout seul dans ma chambre avec une lumière un petit peu faible, j'étais pas bien. Excellent. J'étais pas bien, j'ai réussi à ressentir un malaise, mais terrible, en lisant un livre. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Je me souviens plus de la nouvelle en question, mais c'est là que j'ai commencé à dévorer Lovecraft également. De là, de Lovecraft, tout ce qui est pulp, etc., j'ai découvert Howard, où j'avais ce stéréotype de Conan, tout simplement le gros bourrin un petit peu simplé qu'on peut avoir dans la pop culture sans s'intéresser forcément. Pas l'image du barbare un peu gogol, entre guillemets. Le fameux deux cerveaux, un muscle. Voilà, le barbare de Nullbuck, si tu veux, pour aller sur des références bien geeks. Les vrais reconnaîtront. Voilà. Et du coup, je me suis mis à lire Howard. Et pareil, là, je suis tombé amoureux du personnage qui, pareil, on parle de Klaus Kagatos. Le personnage de Conan est très cultivé, très réfléchi, très loin de la brute épaisse qu'on peut nous décrire. Et quelque chose que j'avais apprécié à l'époque, c'était également la manière dont c'est écrit. C'est-à-dire que les nouvelles de Howard, par rapport aux dates de parution,
C'est écrit de manière à ce que, imaginons que tu rencontres un étranger dans une taverne, il va te raconter sa vie, il va pas forcément le faire de manière chronologique, il va pas te raconter quand il était gamin pour arriver jusqu'à actuellement, il va te raconter ce qui lui passe par la tête au jour le jour. Et en l'occurrence, la première nouvelle écrite par Howard, c'est le Phénix et l'épée, je crois, et tu as un Conan qui est déjà roi d'Aquilonie, donc qui est dans sa quarantaine, fin de quarantaine, quelque chose comme ça. La nouvelle suivante, je crois que c'est la fille du géant du froid ou quelque chose comme ça. Et là, tu retombes sur un Conan qui a la vingtaine. Donc tu as des écarts comme ça, avec chaque histoire qui se suit, et des références très intéressantes, notamment la fille du géant du froid. Tu as des références à Apollon et Daphné, tu as des références mythologiques. C'est extrêmement riche. Et là où je suis fan d'histoire, Howard a inscrit sa mythologie dans un univers relativement réaliste, puisque l'âge iborien s'est présenté comme étant un âge préhistorique antérieur au nôtre, sur le monde à nous finalement. Chaque culture, chaque civilisation est inspirée d'une période historique. Par exemple, tu vas avoir un peuple qui va être typé Grèce antique, un peuple qui va plus être celte, un autre plus Occident médiéval classique, quelque chose plus Égypte. Ce mélange, je le trouvais tout simplement génial. C'est comme ça que je suis vraiment devenu fan de Conan et d'Howard, personnage qui m'a beaucoup inspiré. Par la suite, j'ai découvert d'autres auteurs qui ont fait des choses similaires, notamment un Français que j'aime beaucoup. Philippe Glarbowski. Voilà. J'en étais sûr, j'ai déjà le temps de parler en plus. Gagner la guerre, incroyable. Au moment où tu as dit, justement, retrouver un peu les références dans l'univers, c'est vrai que Philippe Glarbowski, tu prends chaque peuple qu'il a fait, déjà leur cité, c'est un mélange entre Venise et Florence, dans le système politique comme dans l'architecture. Effectivement, toutes les références, c'est le grand jeu de réussir à replacer chaque référence et chaque origine. Glarbowski, c'est le Howard français, entre guillemets, sauf que lui n'a pas écrit sous forme de nouvelles, mais des gros pavés que je recommande chaudement. Vraiment, Glarbowski, c'est... J'ai vu qu'il y avait une bande dessinée d'ailleurs qui était sortie sur un de ces pavés. Et c'est quelque chose qui gagnerait à être adapté s'ils arrivent à faire une adaptation correcte. Même si ça me paraît un peu sombre. C'est comme là, ça parlait d'adapter du Howard. Qu'on voit ce qu'ils ont fait avec Ring of Power, pareil, en étant fan de Tolkien. On va se resservir parce que là, c'est sujet. Voilà. Donc finalement, je suis plutôt content qu'Amazon n'ait renoncé à adapter Howard. Parce que là, surtout dans le monde actuel, avec le politiquement correct, etc., c'est trop nuancé et trop subtil, paradoxalement, Conan, pour les studios actuels, je pense. Oui, rien que quand on voit ce qu'ils ont fait de l'Odyssée, qui va sortir bientôt. Autre sujet sensible. Alors, c'est toi qui es fan d'Antiquité des Grecs. Je suis extrêmement sceptique. J'ai eu du débat avec des amis où, pareil, tu retrouves la même rengaine, entre guillemets. Oui, c'est une fiction, donc quel est le problème à avoir ça dans le casting? Quel est le problème à ce que les armures soient pas cohérentes, machin? J'ai envie de dire, oui, c'est une fiction, mais c'est une fiction historique qui a inspiré toute la civilisation gréco-romaine. Et jusque, même au-delà de ça, même les Gaulois se disaient descendants d'un héros de la guerre de Troie, mais Alors je sais que les Romains, eux, se disaient descendants d'Énée. Je ne veux pas dire de bêtises avant de me faire défoncer dans les commentaires, mais quasiment chaque peuple de Méditerranée qui a succédé aux Grecs a tenté de récupérer... Raison pour laquelle les Gaulois se disaient frères des Romains, finalement, ce qui a causé quelques remous. En commentaire, vous préciserez ce qu'on est en train de raconter. Mais oui, pour ces raisons, je trouve... je ne sais pas si c'est de la provocation, en fait, de la part de Christopher Nolan, que je trouve très surcoté. C'est mon avis, on est là pour parler littérature et pas cinéma. Les deux sont liés quelque part, parce que c'est deux manières différentes de raconter la même histoire, mais souvent, le cinéma inspire la littérature et inversement. Oui. Sans rentrer dans ce débat sur l'Odyssée, il y a juste une phrase qui m'est beaucoup marquée, qui est d'Aragon. Alors pour le coup, vraiment quelqu'un qui je pense peut faire l'unité, qui disait que la littérature, c'est le visage d'un peuple. Quelle que soit la littérature, qu'elle soit africaine, asiatique, etc., du coup, quand vous touchez à la littérature, vous touchez au visage d'un peuple, vous touchez à son imaginaire, vous touchez à ce qui est quelque part les fondements de son identité et de sa culture. Et de même que, imaginez que Lupa, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, Lupa Nyong'o. Oui, c'est quelque chose comme ça. Imaginez qu'elle joue Scheherazade, imaginez qu'elle joue Cléopâtre, comment on l'aurait pris les peuples perses, comment on l'aurait pris les peuples arabes. Imaginez qu'elle joue... la plus belle femme du monde, Hélène, comment le prennent les peuples grecs? Le problème, après, là, c'est mon côté historien aussi, enfin, historien, pas de formation, mais on s'entend, qui va tiquer. C'est que le stéréotype de la beauté d'une femme en Grèce antique, c'est la peau albâtre, les cheveux clairs, les yeux bleus. Et d'ailleurs, dans l'Iliade, il y a souvent Hélène au bras blanc qui revient régulièrement. Voilà, le stéréotype de la beauté, c'est très simple. C'est les femmes, une peau immaculée, puisque pas au soleil, et les hommes, au contraire, puisque l'exercice a l'air libre au gymnase. Donc tu t'entraînais à la salle de sport, entre guillemets, tu prenais le soleil, donc c'était la peau un peu bronze.
D'accord. C'est rigolo que ce standard de la beauté découle directement de ton activité qui se pratique dedans. Je sais que par exemple, sous Louis XIV, il fallait être le plus blanc possible parce que ça montrait qu'on n'avait pas de travaux manuels, puisqu'on ne sortait pas dehors au champ. Et donc, c'était un signe à la fois social, un signe de standard social et de beauté. Mais je ne sais pas que ça remontait aussi à la Grèce comme ça. Si. Bah, tu avais même l'application du gloios chez les athlètes. Le gloios, c'est un mélange d'huile et de poussière qui permettait de faire briller. Donc, il faut imaginer les athlètes très bronzés, puisqu'ils passaient leur temps à s'entraîner dehors, qui rajoutaient cette couche qui leur donnait une peau comparable au statut, selon certaines citations, je ne sais plus de qui. Mais... Vous voyez, sur Guerre et Littérature, on donne aussi des petits conseils beauté. Voilà. Sachant que ça protégeait également du soleil. Donc il y avait une application sportive, puisque le sport se pratiquait nu et huilé. Et pour avoir une meilleure préhension pour faire de la lutte, par exemple, le sable et la poussière permettaient de contrebalancer la chose. Alors, s'il y a une protection contre le soleil, je suis intéressé, parce que pour des raisons qu'il est inutile de développer, j'ai un rapport conflictuel avec le soleil. Je l'aime beaucoup, mais lui ne m'aime pas, ou inversement. Donc, je testerai à l'occasion. Je dirais rien, je suis un véritable vampire, je sais pas au niveau de la peau. Je plains le monteur qui va faire la balance des blancs dessus. Voilà. Écoute, on arrive à la fin du verre. Je pense qu'on a quand même balayé pas mal de sujets, de la littérature, des liens entre la littérature, le sport, l'histoire et comment tous ces sujets peuvent s'entrecroiser. Je passerai juste un petit coup de gueule définitif, puisque j'en reparlais hier avec deux collègues avec qui j'ai enregistré un podcast, les Héliocrates. Je balance un petit coup de pub comme ça, puisqu'on est sur une chaîne de gens instruits et de gens intéressés. Très cher. Les Héliocrates, c'est une chaîne qui parle à la fois de pop culture, de littérature et d'histoire, et qui explore les mythes aux origines de la fiction. Par exemple, qu'est-ce qui, historiquement, a inspiré Miura dans Berserk? Qu'est-ce qui a inspiré Howard pour créer son univers? Etc. Qu'est-ce qui a inspiré Philippe Jardowski pour gagner la guerre? Ils ne l'ont pas fait, mais je vais suggérer le sujet. C'est une chaîne extrêmement intéressant, très sous-cotée qui produit un super boulot. Et, oui, hier, on a enregistré un podcast. Et je râlais sur George Martin, puisque dans les autres auteurs que j'ai adorés, et bon, ça m'a fait détester une certaine partie de la fameuse série Game of Thrones, puisque j'ai trouvé l'adaptation vraiment mauvaise. Je fais partie de ces gens détestables qui râlent sur les adaptations jugées pas terribles, mais là, il y avait un peu de quoi. Ça fait 15 ans qu'ils nous annoncent Winds of Winter, et je crois qu'on ne l'aura jamais. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont frustrées comme moi, dans les commentaires, soutenons-nous. Pétitionner, tenter quelque chose. George Martin, d'ailleurs, qui serait un point de la littérature de guerre intéressant aussi, évolué, mais en fait, il faudrait qu'on fasse un format où on présente un bouquin. Typiquement, Gagner la guerre, je pense qu'on pourrait parler 1 heure dessus en l'étudiant bien. Et il y aurait quelque chose à creuser. C'est un ouvrage qui mérite d'être connu. Jardowski, de manière générale, qui est super sympa en plus. Tu l'as déjà rencontré? Ouais. Parce qu'il me semble qu'il est assez... C'est très drôle. En fait, je faisais beaucoup les salons du livre. Autre anecdote liée à la littérature. J'arpentais les salons du livre avant de devenir connu sur YouTube avec la maison d'édition qui s'occupe du jeu de rôle du Donjon de Nullbuck. Excellent. J'avais rencontré John Lang sur une convention en cosplay de Conan. Moi, j'étais super intimidé à l'époque. Je connaissais pas encore ce milieu. Puis John Lang, c'est une figure de mon adolescence, quoi. Et ça a très bien matché. Il m'a recruté pour faire le barbare. Et j'allais au salon du livre, aux Imaginales, à différents salons en pagne, pour faire le barbare avec 2-3 autres cosplayers, et on faisait la promo de Nullbuck. Et du coup, je suis allé me faire dédicacer des bouquins, enfin les livres de Jardowski. Je suis arrivé avec mes bouquins, en pagne, sur son stand. On a un peu échangé, il m'a fait des dédicaces assez drôles d'ailleurs. Et c'est un mec super disponible, j'aimerais beaucoup très sympathique. Pour le coup. Il est très souvent aux Imaginales à Épinal. Excellent. Si ça te parle. Complètement. De toute façon, j'habite dans les Vosges, donc Épinal. Voilà, je crois qu'il a enchaîné les éditions il y a un temps. Donc, il faudrait que je tente. Surveille. Encore merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup à Colis Sorio de la chaîne Le Télétravailleur qui nous a très aimablement hébergés suite à un petit souci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les liens des livres évoqués seront mis dans la description. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et surtout une bonne lecture.